Salut à toi, cher abonné de Massilia Zone. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de l'émission Talk Zone. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas sorti d'épisode, mais on en sort un donc du coup aujourd'hui parce que on vit actuellement quelque chose d'important dans l'histoire du projet de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille. La nomination de Marcelino Garcia, c'était une nomination qui était attendue par les supporters de l'OM, les spécialistes qui connaissaient très bien la relation entre l'entraîneur espagnol de 57 ans et le jeune dirigeant de l'Olympique de Marseille, de Huelva à désormais Marseille en passant par le FC Valence et par Santander. Et on va donc aujourd'hui évoquer la carrière de Marcelino Garcia, le nouvel entraîneur de l'OM, dans ce podcast composé de 3 parties, en compagnie donc de François-Miguel Boudet, rédacteur en chef à Flashcore et chroniqueur pour 11 Mondial, qui va donc nous éclairer sur la carrière de Marcelino, avec dans une première partie un zoom sur la personnalité de l'entraîneur espagnol, dans une deuxième partie. Ensuite, nous évoquerons ses passages à Valence et ses expériences récentes, notamment le lien avec Pablo Longoria. Et puis, dans une troisième partie, ce à quoi on devra s'attendre de Marcelino Garcia à l'OM. Donc, comme je l'ai évoqué, je suis aujourd'hui en compagnie de François-Miguel Boudet. J'espère que tu vas bien, François. Salut, ça va. Salut à tous les auditeurs. Et également de One Red, que vous avez déjà entendu sur le podcast, qui est un de nos intervenants et qui est aussi un fan de Liga, qui est supporter du Barça, malheureusement, mais qui va nous éclaircir également sur Marcelino en nous apportant de sa connaissance. J'espère que tu vas bien, Juan. Bonjour à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. À un moment, il faudra arrêter de remercier pour l'invitation, parce que ça fait quand même un petit moment que tu es un invité permanent. Je pense qu'on va commencer directement, François, sur qui est Marcelino Garcia. Alors, c'est un nom qui, en France, comme la plupart des entraîneurs précédents de l'Olympique de Marseille, n'est pas forcément très connu, mais qui est une référence en Espagne. Euh, je sais que tu connais bien Marcelino, tu l'as notamment interviewé lors de son passage à Bilbao il y a un an, lors de la fin de son passage. Si tu devais nous présenter Marcelino d'une manière assez rapide, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en premier sur l'entraîneur espagnol? La rigueur. Pour moi, c'est l'archétype de l'entraîneur rigoureux, minutieux, qui fait attention à tous les détails. Plusieurs articles sont sortis récemment, notamment dans l'équipe, où voilà, on parle de voilà, en espagnol on dit friki, c'est-à-dire c'est un freak qui fait très attention au poids. Il pèse les joueurs, c'est une obsession. Alors, si on peut le voir, hein, il est sec comme un stockfish lui un peu, hein, donc. On voit très bien que le poids, c'est sa grande marotte. Il faut que tous les joueurs soient à leur poids de forme. Même parfois, les joueurs sont pas au courant de leur vrai poids de forme. Et voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, les bases, c'est 4-4-2 à plat, double pivot, pas un obsédé de la possession, et surtout une grande capacité à bien défendre et à contre-attaquer très très vite. Voilà, pour ce qui est du style de jeu de Marcelino, qu'on évoquera un peu plus en détail dans la suite de ce podcast, notamment dans la deuxième partie. Tu nous as parlé de rigueur. Marcelino, ça fait plus de 20 ans qu'il l'entraîne. Qu'est-ce que tu tires de la personnalité de ce coach et de ses premières expériences, et notamment le fait que c'était un ancien joueur, Marcelino Garcia? Ah, forcément, c'est un joueur qui a arrêté sa carrière relativement jeune, vers 27-28 ans. Il a eu une grosse blessure et tout de suite s'est mis à entraîner. C'est un joueur qui est asturien. C'est le nord de l'Espagne. Alors c'est les mines, c'est très montagneux. Voilà, c'est quelque chose de. C'est c'est franchement. Après, c'est une très belle région. On mange très très bien. Je conseille fortement si vous voulez faire un trip dans les Asturies, on mange très très bien. Mais voilà, c'est quelqu'un de qui a l'air austère en apparence, mais qui ne l'est pas tant que ça finalement. Il est très proche de ses joueurs. Tous les joueurs le disent. Voilà. Après, il sait ce qu'il veut. Il est capable de virer les gens du vestiaire si les profils-là ne lui plaisent pas. Pas forcément toujours pour récupérer meilleur. Il y a eu des petites fautes notamment à Valence. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu rester, que finalement leurs remplaçants n'ont pas été au niveau, mais c'est plutôt la faute des joueurs, parce qu'au moment où ils sont pris, c'est plutôt apparemment des bonnes pioches. Mais voilà, c'est quelqu'un qui déroge pas à ses principes. Il est toujours avec le même adjoint qui s'appelle Ruben Uria. Et, à ne pas confondre, il y en a deux. Il y a l'adjoint et le journaliste espagnol qui est très connu, très réputé en Espagne aussi. Mais voilà,
c'est souvent du 4-4-2 depuis Huelva, c'est-à-dire les années 2005-2006 par là, et ça a toujours marché. Ça a toujours marché, sauf à Séville où il s'est très mal entendu avec Monchi, et il m'en avait parlé justement quand j'ai interviewé à, avec 11 mondial, et il m'avait dit c'est la seule fois où j'ai pris un projet sans être certain de ce que je faisais, et ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, il reste à espérer que sa venue à l'OM, il ait vraiment pris le job parce que il était convaincu de ce qu'il pouvait faire, et pas comme à Séville où finalement il a hésité. Son instinct lui disait non. Finalement, le poste était trop beau, et ça n'a pas marché du tout. Il est resté très très peu de temps à Séville. C'est son seul échec globalement en Liga quand il a pris un club sur la durée. Oui, c'est l'échec, parce que surtout, moi, j'ai l'impression, je connaissais pas particulièrement Marcelo, je le connaissais surtout de nom il y a encore quelques jours, mais j'ai l'impression que c'est un entraîneur qui a quand même collectionné les exploits lors de ses premières expériences dans sa carrière, notamment, je crois, du côté de Santander, où il avait qualifié le club pour la première fois en Coupe d'Europe. Comment Marcelino, je sais pas si tu as suivi particulièrement le début de sa carrière à l'époque, comment il s'est fait connaître dans la sphère du football espagnol à travers ses premières expériences-là? Bah ouais, il a pris Gijón. En fait, il a eu une première expérience à l'Alta dans les divisions inférieures. Ensuite, il a pris la B de Gijón, puis l'équipe première. Et lui, il est de Gijón, il est des Asturies. Et donc, c'est le Molina, le plus vieux stade d'Espagne professionnel. C'est un stade qui est plus que centenaire. Alors, ils l'ont refait. J'y suis allé il y a quelques années. Heureusement qu'ils l'ont refait, mais on sent quand même que on sent qu'il y a de l'histoire. Gijón, c'est surtout pour moi, sont plusieurs choses. C'est évidemment un très gros centre de formation. Je vais vous sortir plusieurs joueurs. Je vais vous sortir Abelardo, sortir Luis Enrique, et évidemment le grand David Villa. Sortent de là. En termes de buteur, il y a évidemment Kini, qui a ensuite joué au Barça, qui est mort récemment, il y a 5-6 ans, qui était un immense joueur asturien. Et Mareo, qui est le centre de formation de Gijón, est extrêmement réputé. Et globalement, toutes les Asturies, avec Oviedo aussi, qui a sorti par exemple Juan Mata ou Santi Cazorla. Voilà, c'est des terres de football pour moi. C'est vraiment ça. C'est le travail. Voilà. Et donc lui, il est connu pour ça. Puis en plus, il part à Santander, qui est sur la côte cantabrique. Cantabrique, c'est un peu, si vous prenez la Galerne, c'est un peu comme le Mistral, si vous voulez. Peut-être un peu plus fort encore, parce qu'en plus, tu es sur la côte atlantique. Donc, c'est vraiment pour bien démarrer, il n'a pas trop changé d'environnement, je pense. C'est une zone du nord, une zone travailleuse, une zone de pêcheurs. Et donc, il a réussi à les amener en Coupe de l'UEFA. Et maintenant, Santander ensuite a baissé de pied et descendu. Encore, ils étaient très récemment en 3e division et sont remontés en dernier en Segunda. C'est un club important aussi en Espagne. Le Sardinero, c'est un club important. On peut même sortir la dernière grande star qui est sortie, c'est Canales, par exemple. Je crois que même Scaloni a entraîné là-bas, ou a joué là-bas, plutôt. Je crois même que, comment il s'appelle, Regragui aussi a joué là-bas, le sélectionneur du Maroc. Kike Setien vient de là-bas aussi. Donc voilà, c'était une bonne terre pour bien travailler, parce que je pense que la mentalité est globalement la même, et puis ça avait un petit côté petit David contre les Goliaths, et voilà, ça a très bien marché. Mais après, c'est pas lui qui a entraîné l'équipe en Coupe de l'UEFA. Ça, l'entraîneur avait changé ensuite. À ce niveau-là, juste avant, sa première expérience en Liga, si je ne dis pas de bêtises, est à Huelva. Est-ce que tu as encore des souvenirs du Huelva de Marcelino, ou est-ce que c'est une équipe qui, vis-à-vis du football espagnol, est restée dans les mémoires par l'exploit qu'elle a réalisé? Je crois que Marcelino a même été nommé meilleur entraîneur de Liga cette saison-là, ou c'est quelque chose dont tu ne te souviens pas particulièrement de ce passage-là, notamment de leur première saison en Liga où ils finissent 8e, si je ne dis pas de bêtises? Eh bien, je te remercie pour la passe décisive, parce que justement, j'ai écrit un article qui va sortir sur Flashcore News France. Je vous recommande ce site, qui est un excellent site. J'ai fait 5 victoires marquantes de Liga de Marcelino. Donc j'ai revu les matchs en intégralité, c'est important de le dire. Notamment la victoire 3-0 au Santiago Bernabéu avec Huelva en décembre 2013, si ma mémoire ne fait pas défaut. J'ai vu tellement de matchs de Marcelino récemment que des fois je m'embrouille un peu. Il gagne 3-0 là-bas. Il faut savoir que le Real Madrid en fin de saison sera champion d'Espagne. Et il gagne 3-0 avec. On commence à trouver un peu les recettes
que Marcelino a appliqué dans le reste de sa carrière, c'est-à-dire avec un 4-4-2 à plat, un meneur axial, en l'espèce c'est Viqueira, Emilio Viqueira, qui n'est pas un joueur pas forcément très connu, Santiago Cazorla, qui est beaucoup plus connu en meneur plus excentré, Ike Uche, qui ensuite a suivi Marcelino, notamment à Villarreal, et Florent Sinama-Pongol, j'imagine qu'on connaît beaucoup mieux. Et Florent Sinama-Pongol, figurez-vous que c'est une inspiration d'un certain Pablo Longoria, qui a conseillé à son club de le ramener, parce qu'à l'époque, Sinama-Pongol était alors je sais pas quel âge vous avez, hein, mais c'était la future grande star du football français avec Antonio Talec. Ils avaient été champion du monde avec une catégorie inférieure française, moins de 17 je crois. Ils étaient au Havre, ils ont signé à Liverpool, et ensuite voilà, Sinapongol a besoin de se relancer, il a signé à Huelva, et après il est allé à l'Atlético de Madrid. Voilà, donc ça c'est un passage qui a été qui a été réussi. En plus, il a le nom parfait parce que Pongol, ça veut dire marque des buts. Donc en espagnol, c'était parfait. Mais des buts. Et donc ce match-là, voilà, il y a des dans l'article, il y a la vidéo du résumé du match, donc vous pourrez voir un peu la construction. Vous verrez, il y a sortie en touche, rentrée en touche, pardon, jeu en une touche de balle, triangle, Viqueira, Uche pour Sinama Pongol qui devance Cannavaro. Rien que ça. Et donc il marque Uche, mais un deuxième but exceptionnel où Cannavaro se fait déboîter les hanches, un truc sur une feinte monumentale et un coup franc en pleine lucarne en fin de match de Viqueira. Voilà, c'est un des plus gros exploits c'est peut-être le premier grand exploit de Marcelino en Liga, ou après c'est vrai que Santander c'était pas mal. Mais gagner au Bernabéu 3-0, surtout en concédant aussi peu d'occasions, alors que l'attaque c'est Raúl, Ronaldo Fenomeno et Ruud van Nistelrooy. Je veux dire, bon, ça va quoi. Je veux dire, Capello à la mi-temps, il sort Robinho quoi. Pour donner une idée quoi. donc c'est un match, oui, à Huelva, c'est peut-être le chef-d'œuvre de Marcelino, et le plus amusant en tout ça, c'est que Marcelino est suspendu, il n'est pas sur le banc de touche. J'avais cru voir ça justement. Il est expulsé contre Séville le match d'avant ou 2 matchs avant. Il a 2 matchs de suspension et du coup c'est Rubén Oria qui est sur le côté, mais c'est bien une équipe Marcelino et ça se voit vraiment. Et justement, parce que j'ai parlé également d'influence, on sait que c'est à partir de ce moment-là, que c'est à partir notamment de cette saison, que Marcelino est un peu rentré dans la sphère des entraîneurs espagnols. Aujourd'hui, toi, en tant qu'expert de la Liga, en tant que fan du football espagnol, je pose également la question à Juan juste après. Comment est vu Marcelino en Espagne? Si on doit regarder la hiérarchie des entraîneurs espagnols, vous le considérez comme un entraîneur de premier plan, de deuxième plan, un entraîneur qui peut prétendre à quel genre de poste à l'heure actuelle et notamment au vu de sa carrière? Si on fait le parallèle avec on te paye ce que tu vaux, en Espagne, c'est l'entraîneur espagnol le mieux payé en Liga. Voilà, tout simplement. Donc ça signifie quand même c'est quand même un bon indicateur. C'est quand même un bon indicateur. C'est l'entraîneur. Voilà. Alors si Luis Enrique revient dans la boucle, Luis Enrique sera mieux payé, c'est sûr. Mais lui, voilà, on sait que quand tu as Marcelino, tu as quand même de grandes chances de bien figurer au classement. Donc voilà, tu as comment dire, j'ai perdu ma phrase, je suis désolé. Attends. Non, oui, parce que je suis en train de me rendre compte que Xavi Hernandez va passer devant, fatalement. Ah oui. Mais bon, voilà. C'est pour vous, non, mais à l'époque où tu as l'Athletic, où Xavi n'était pas encore là, où venait d'arriver, il était au-dessus. Tout ça pour dire que j'ai pas retrouvé ma phrase. Tu peux me relancer je parlais surtout de hiérarchie des entraîneurs espagnols. Comment tu le situais, par exemple? Je prends l'exemple d'un autre entraîneur espagnol qui a entraîné, je crois, en deuxième division avant de gravir les échelons. Si tu dois le comparer par rapport à un Unai Emery, par rapport à un Ernesto Valverde, tu le placerais où dans la hiérarchie des entraîneurs espagnols? Pour moi, c'est un peu équivalent. Unai est devant maintenant, fatalement, parce qu'il a quand même gagné une Coupe d'Europe, il a entraîné le PSG, il a entraîné Arsenal. Forcément, t'es dans la catégorie, un peu au-dessus. Hein, faut pas. Voilà, mais tu sais aussi que avec Marcelino, si t'as besoin d'avoir un effectif pléthorique, hyper qualitatif, hyper réputé et tout pour avoir des résultats. Quand tu fais 5e avec Santander, 8e avec Huelva, que tu remontes avec Saragosse,
En fonction de votre génération, ça vous parle peut-être pas trop, mais Saragosse, à une époque, ça gagnait une Coupe d'Europe en 95, une Coupe des Coupes. Ça a gagné la Coupe d'Espagne en 94. Ça a fait cinquième il n'y a pas encore si longtemps que ça. Il y avait des joueurs, il y avait Pablo Aimar, il y avait Roberto Ayala, il y avait Diego Milito, il y avait les grands débuts de Gérard Piqué. Gérard Piqué a joué là-bas. Voilà, Zapater, qui vient d'arrêter sa carrière à plus de 40 ans passés. Cette année, Zapater était capitaine historique et qui était déjà là il y a 20 piges. Voilà, il y a toujours eu, il y avait Jermaine Pennant. Et voilà, il y avait de très très grands joueurs à Saragosse. C'est vraiment une terre de football. Donc quand tu réussis là avec la pression qu'il y a, voilà, ça signifie quelque chose. Donc à chaque fois que tu vas dans un club, tu marches. Voilà, avec des recettes. Après, toujours, on se dit oui, 4-4-2 à plat. Bon, c'est pas non plus. En gros, tu vas pas gagner la finale du meilleur pâtissier avec ça. Hein. Tu vois, t'es pas dans l'originalité la plus absolue. Sauf que quand ça fonctionne, que tu as les joueurs qui s'investissent dedans, eh ben ça peut être une machine. Hein. Ça peut vraiment être une machine. Et de toute Après, façon, on l'a vu après dans ces expériences qu'on va évoquer juste après, que même si c'est quelque chose qui peut paraître, je veux pas dire scolaire, mais quelque chose qui est vraiment plutôt simple, bon, qui peut paraître simple à mettre en place quand on compare avec les entraîneurs espagnols qui sont dans l'affiliation de ce que fait par exemple un Pep Guardiola, c'est quand même quelque chose qui est diaboliquement efficace. Je voulais juste poser la même question à Juan, parce que du coup je sais qu'il suit particulièrement la Liga. Ah, Juan, alors moi, tu vois, moi en tant que supporter du Barça, les entraîneurs que je mets devant, bon, t'as cité Valverde. C'est pas un entraîneur que j'ai beaucoup apprécié à Barcelone, mais ce qu'il avait réussi à faire, notamment dans l'assise défensive, bon, en Europe c'était moins bon, mais en championnat c'était quand même solide. Je mets quand même Valverde devant par rapport à ses expériences, mais il y a très peu d'entraîneurs espagnols qui sont devant. Donc t'as les gros noms, bah oui, bien sûr Guardiola, Luis Enrique par rapport à sa carrière de coach Barça, Valverde, Emery. Aller sur l'ancienne génération, un Benitez qui a eu une très belle carrière, mais t'as pas énormément de coachs espagnols qui peuvent s'asseoir à la table de Marcelino, sachant que surtout Marcelino c'est pas un coach qui a eu un des gros en Espagne. C'est-à-dire que prends tu as Xavi, ce qu'il fait avec le Barça c'est très bien, mais tu as le Barça. Quand tu prends une équipe de ce niveau-là, tu vois, pour moi je le vois supérieur à un Lopetegui, largement supérieur à un Lopetegui, qui a pas fait une très belle expérience au Real, mais a quand même réussi à faire quelque chose de solide avec un temps meilleur défense championnat avec Séville. Mais pour moi, Marcelino, c'est vraiment au-dessus de Lopetegui. On est sur un coach qui a plus prouvé et qui me semble plus apte à faire surperformer les joueurs, pour attirer le meilleur des joueurs à la différence d'un Lopetegui. Ah oui, quand même, parce que Lopetegui, quand on regarde les dernières années, notamment ce qu'il a gagné avec Séville, c'est quand même un petit nom sur la scène européenne, même si maintenant il est au Wolves et que c'est un peu différent de ce qu'il a fait du côté de l'Andalousie. Ça veut dire qu'on est quand même sur un nom en Espagne. Je vais vous poser les deux dernières questions de cette première partie. La question que j'aurais dû poser dès le début et que j'ai oublié de vous poser, que ce soit à Juan ou à François. Comment vous réagissez à son arrivée à l'OM? Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée avant de venir en détail sur ce qui va devoir être mis en place pour que son projet de jeu soit mis en place? Je ne sais pas si François, tu veux répondre en premier. alors, à titre personnel, c'est la fête parce que je l'ai interviewé, donc fatalement, je suis content de voir. Et en plus, alors c'est pas dans l'interview parce que évidemment, c'était un peu du off, mais j'ai parlé de l'OM, évidemment. J'ai évidemment posé la question. Je pense que lui, ça fait un moment qu'il a mûrement réfléchi à un départ à l'étranger. Parce qu'on en a parlé, j'ai dit bon ben Longoria est à Marseille, fatalement, vous allez avoir envie de. Voilà, c'est quand même la destination qui semble la plus évidente. Alors oui, non, oui, mais en fait, tu comprends très bien que lui, il voulait vraiment tenter à l'étranger, parce qu'il a 57 ans, et que c'est un peu le moment ou jamais pour aller s'exporter. Je pense qu'il a totalement, il a totalement envisagé ça. Après, je pense que il espérait un appel de la fédération pour devenir sélectionneur, parce que c'était quand même dans les tuyaux. Et peut-être aussi que le salaire a empêché. Maintenant, je sais pas combien. Voilà, je suis pas dans le secret des dieux, donc je sais pas trop. Et puis après, il y a la forme de jouer le 4K2, tout ça, qui collait peut-être pas forcément avec ce qu'espérait l'Espagne. Entre autres choses, il y a aussi des considérations très politiques à la Fédé. Mais voilà, je pense que ça, lui, il avait ça en tête. Et puis moi après, j'aime beaucoup le 4-4-2
à plat avec double pivot. Mais ça, c'est mon tropisme espagnol, c'est mon tropisme valencien aussi. Donc voilà, moi j'étais très content de voir quelqu'un qui a réussi à Valence arriver à Marseille parce que pour moi, les deux clubs sont vraiment c'est un peu des jumeaux, hein. C'est des villes portuaires, c'est des villes avec des supporters très très exigeants, des parfois trop, un stade avec une ambiance incroyable. Vraiment pour moi, les deux clubs sont vraiment énormément de points communs. Et donc c'est plutôt voilà, je pense que c'est la greffe peut prendre, mais après quand tu vois l'effectif, tu peux te poser des questions. Mais après moi je l'ai vu en live si tu veux, donc pendant des années, même au stade à Valence, parce que j'étais correspondant à Valence à cette époque-là. Donc je sais de quoi il est capable, je sais ce qu'il est capable de faire pour améliorer le niveau des joueurs. Voilà, on y reviendra peut-être après, mais j'ai vu plein de joueurs progresser avec lui, pas uniquement à Valence, hein, mais voilà, donc voilà, c'est vraiment le top. Pour moi, vraiment, je suis très 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 content. Wan, la même question. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Marcelino à l'OM et surtout si tu dois mettre sa carrière en comparaison avec les arrivées précédentes des coachs comme Sampaoli, Villas-Boas ou même Igor Tudor? Alors déjà, par rapport à ce qu'a dit François, moi je rajouterais qu'il y a une comparaison dans Valence-Marseille, et aussi l'instabilité des clubs. Valence, c'est un club qui a eu beaucoup d'instabilité, Marseille aussi. Donc c'est déjà une bonne chose qu'il y ait eu cette expérience-là. Après, moi, je suis pas un grand fan du 4-4-2 à plat. Je suis pas, le jeu de Marcelino n'est pas ce que je préfère, mais je sais que c'est un bon coach. Je sais que ce qu'il veut faire, il sait le faire. Il essaye pas de, tu vois, il essaye pas comme on a pu avoir des coachs, d'inventer des choses nouvelles, d'essayer de révolutionner le foot ou de s'entêter dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement. Donc sur ça, je suis plutôt satisfait. Après, par rapport là où j'ai un peu plus peur, c'est qu'il va quand même falloir s'adapter à la Ligue 1, que c'est un championnat particulier, que beaucoup de coachs dogmatiques sont arrivés en Ligue 1 et ont quand même remis en question leur certitude par rapport aux caractéristiques de ce championnat. Donc Marcelino, par le fait que ce soit un 4-4-2, je pense qu'il sera déjà moins en difficulté qu'un coach comme Sampaoli qui est arrivé, qui s'est dit moi je veux faire un jeu de position, je veux faire un football de déséquilibre et qui s'est retrouvé à faire un jeu de position plus défensif qu'offensif par peur des transitions. Donc je pense que sur ça Marcelino aura un avantage. Après par rapport à Villas-Boas, Villas-Boas c'est un coach qui a quand même pas mal d'expérience à l'étranger, qui parlait déjà français, qui arrive dans une situation de l'OM qui est pas du tout comparable à celle de Marcelino parce qu'il arrive, le club, il y a beaucoup de départs, le recrutement n'est pas fou, il n'y a pas un gros renouvellement d'effectifs et il doit composer avec un effectif limité. Donc c'est pas les mêmes ambitions parce que sous Villas-Boas, l'objectif c'était pas la deuxième place elle est miraculeuse, mais c'était pas l'objectif de base. L'objectif c'était d'abord de remettre le club sur le bon rail, alors que là Marcelo arrive avec des objectifs qui sont peut-être les plus élevés dans les clubs qu'il a pris. C'est-à-dire qu'à Valence, il a atteint les objectifs en gagnant la Coupe du Roi, en se qualifiant en Ligue des Champions 2 fois de suite, mais ça reste quatrième. Donc oui, il y a les trois gros en Espagne qu'il n'y a pas en France. En France, on a peut-être le PSG. Mais là, les objectifs de l'OM sont plus élevés. Faire quatrième à l'OM, c'est un échec. Même si tu as l'année prochaine, tu auras la qualification pour les barrages de Ligue des Champions, ça reste un échec. Donc, on verra. Après, par rapport aux noms qui sont sortis, c'est pas le nom qui me plaisait le plus. Moi, j'aurais préféré un Iraola, par exemple, même si c'est très expérimenté, très peu expérimenté. Mais dans ce qu'il propose en termes de jeu, j'aimais beaucoup. Mais voilà, Marcelino, je pense que ça, sans prendre de plaisir à tous les matchs, par rapport à mon avis foot, je pense quand même qu'on va atteindre les objectifs et que c'est une bonne chose et qui va surtout permettre de rééquilibrer l'effectif en faisant un recrutement pour une fois complet et sur tous les postes. Là où sur les deux précédents entraîneurs, il y avait des postes qui n'existaient que dans leur système ou qui n'avaient pas besoin. Par exemple, sous Tudor, il n'y a pas besoin d'ailier, il n'y a pas besoin de latéraux, donc tu as pris des profils particuliers. Sous Sampaoli, tu avais un seul latéral de métier. Tu n'avais pas besoin de neuf au début de saison, c'était pas être qui jouait neuf. Donc là, au moins, avec ça, on pourra avoir un effectif complet et que ça marche ou que ça marche pas, pour la prochaine expérience, on aura un effectif plus équilibré pour n'importe quel entraîneur qui viendra derrière.